Donc, je m'appelle Stéphane Gaudry, je travaille à Louis Mourier en réanimation. On m'a demandé de traiter ce sujet un peu compliqué des urgences électrolytiques. Donc parfois, ça fait un petit peu peur. Il faut vraiment comprendre, et j'y reviendrai dans le topo, qu'il n'y a pas besoin d'avoir une connaissance très très large du milieu intérieur et de la physiologie pour avoir des réflexes très simples face à des urgences électrolytiques, et je vais y revenir au cours du topo. Donc je n'ai pas de conflit d'intérêt en rapport avec cette présentation, mais quand même je prends un petit instant pour rajouter que le docteur Douminc, lui, a oublié de déclarer certains conflits d'intérêt, notamment avec Kona, comme vous pouvez le voir. Avec ce type de t-shirt, on peut imaginer que son topo a été influencé. Mais j'y reviendrai. Alors le plan pour parler de choses maintenant un petit peu plus sérieuses de mon topo, on va commencer par les choses les plus graves. Il n'y a finalement qu'une grande urgence électrolytique très urgente, c'est l'hyperkaliémie, et donc on va passer un petit peu plus de temps là-dessus. Et puis derrière, on verra les troubles de la calcémie, les troubles de la natrémie, là aussi c'est un petit peu plus compliqué, mais peut-être un peu moins urgent. Et puis enfin, quelques données sur les décompensations du diabète. Donc comme je vous le disais, la seule grande urgence, c'est l'hyperkaliémie, et cette urgence-là, vous êtes directement au premier rang pour la détecter dès que le patient arrive, avant même d'avoir le résultat de son bilan biologique, et je vais y revenir. La définition, c'est plus de 5,1 millimoles de kaliémie, donc ça c'est une définition assez simple. Un message important, c'est quand vous recevez un bilan avec une kaliémie élevée, supérieure à la normale, la première réaction, ce n'est pas de se dire que le bilan est hémolysé, que c'est une erreur du laboratoire. La première réaction, c'est de se dire que c'est probablement vrai. Et donc la première réaction à avoir, c'est d'aller vérifier, non pas de refaire un prélèvement, mais de faire un électrocardiogramme. Et je vais vous montrer pourquoi. Donc chez nous, en réanimation, je travaille en réanimation, mais également aux urgences, mais en tout cas en réanimation, c'est quelque chose d'assez fréquent, puisqu'on a des patients qui ont une insuffisance rénale aiguë, surchronique parfois, qui prennent des médicaments également qui augmentent la kaliémie, qui ont des acidoses métaboliques qui ont tendance à aggraver les symptômes de l'hyperkaliémie, et puis qui ont un hypercatabolisme lié par exemple au choc septique. Donc c'est fréquent, et le premier élément de suspicion, comme je vous le disais, si vous n'avez pas de kaliémie disponible immédiatement, ce qui est normal, c'est les modifications de l'électrocardiogramme, avec en premier lieu l'apparition de grandes ondes T, que vous voyez ici, puis ensuite la disparition des ondes P. Mais ce que vous devez retenir, c'est l'apparition de ces grandes ondes T, ici, qui doivent absolument orienter vers ce diagnostic-là. Donc lorsqu'un malade arrive aux urgences, qu'il est dialysé chronique, qu'il a loupé 3 séances, qu'il a fait la fête pendant quelques jours, si sur l'électrocardiogramme vous voyez ça, il n'est pas exclu, il est même très probable que ce malade ait une hyperkaliémie, et vous allez devoir très rapidement réagir pour que le traitement soit mis en place avant même d'avoir le résultat du ionogramme sanguin. À la fin de l'évolution des modifications électriques, vous avez des QRS qui s'élargissent, et ça, ceux qui travaillent en réanimation l'ont tous vu, une hyperkaliémie très grave, avant de s'arrêter, eh bien, les QRS s'élargissent et le malade a une défaillance hémodynamique extrêmement sévère, puisqu'il y a une défaillance cardiaque qui s'associe à cette modification électrique. Donc voilà les exemples d'électrocardiogrammes assez typiques qui doivent absolument, on voit bien que ce n'est pas normal, il n'y a pas besoin d'avoir des grandes connaissances de cardiologue pour voir que ce n'est pas normal. Donc l'élément central, c'est l'électrocardiogramme. Vous devez débuter ou faire débuter le traitement dès l'élément de la suspicion, puisque la gravité, c'est l'atteinte cardiaque et que ça met en jeu le pronostic vital de notre malade. Alors, je le répète, on va débuter les traitements. Quels traitements on va pouvoir proposer à nos malades? Il y en a plusieurs types, mais attention, ils n'ont pas tous la même action, le même objectif. Certains dans ceux-là, et je vais y revenir, ont comme objectif de diminuer la kaliémie, et d'autres ont comme objectif de diminuer les conséquences cardiaques de l'hyperkaliémie. Donc le premier, qui est pas très connu et pas très utilisé malheureusement, il est peu utilisé alors qu'il est très utile, eh bien, c'est les agonistes bêta-2 adrénergiques, c'est le Bricanyl, tout simplement. Un aérosol de Bricanyl, ça fait baisser la kaliémie. C'est très pratique, hein. Vous êtes aux urgences, vous prenez en charge un malade avec une hyperkaliémie menaçante et vous avez des problèmes de voie d'abord. La réaction immédiate, c'est de se dire « je vais lui faire un aérosol de Bricanyl » et ça va suffire
pour commencer le traitement et commencer à faire baisser le taux de potassium dans le sang. Par un mécanisme très simple, ça fait rentrer le potassium dans les cellules. L'action est très rapide et bien entendu, on se méfie toujours des effets secondaires, mais vous l'utilisez assez souvent, c'est la tachycardie. Alors l'autre traitement qui marche très bien, c'est l'insuline. Attention, je fais exprès de dire insuline parce que ce n'est pas le glucose qui est le traitement, c'est l'insuline. L'insuline, elle fait pareil, elle fait rentrer le potassium dans la cellule. Donc elle est utile. Et bien entendu, si vous avez un patient hyperglycémique, aucun intérêt de lui mettre du glucose en même temps. On met du glucose en même temps pour éviter l'effet secondaire de l'insuline, qui est l'hypoglycémie, bien entendu. Donc il est maintenant clairement recommandé, en cas d'hyperglycémie, de n'utiliser que l'insuline. Alors c'est un traitement qui peut être répété sur un arrêt cardiaque avec hyperkaliémie. Il ne faut pas hésiter à répéter l'insuline si vous êtes sur une réanimation un petit peu longue. Ça peut avoir un intérêt. Alors ensuite, les sels de calcium, donc le gluconate de calcium ou le chlorure de calcium. On verra que mon choix sera plutôt que sur le gluconate de calcium pour éviter certaines complications comme les nécroses cutanées. Ce qu'il faut retenir, c'est que le gluconate de calcium n'a aucun intérêt pour faire baisser la kaliémie. Il a un intérêt pour limiter les conséquences cardiaques de l'hyperkaliémie. Donc ce traitement n'est réservé qu'aux patients qui ont des modifications électriques dans un contexte d'hyperkaliémie. Donc je reviens à mon exemple, si vous prenez en charge un patient avec une forte suspicion d'hyperkaliémie, des modifications électriques, eh bien ce malade va avoir besoin très très vite de gluconate de calcium pour justement contrôler les effets cardiaques de l'hyperkaliémie. L'alcalinisation est souvent proposée, mais en fait elle est un petit peu moins utile probablement que les médicaments que je vous ai montrés précédemment, bien que dans le contexte d'acidose, elle a un vrai intérêt pour corriger l'acidose métabolique, qui est un élément qui vient compliquer l'affaire lorsque le patient a une hyperkaliémie. Faites attention, ça apporte beaucoup de sel. D'ailleurs, son effet cardiaque est lié essentiellement à l'apport à la charge en sel. Et enfin, ça peut précipiter avec les sels de calcium que vous utilisez pour limiter les effets cardiaques de l'hyperkaliémie. Alors, l'épuration extra-rénale, je ne vais pas y revenir, juste 2 messages. Ce n'est pas le traitement de première intention, puisque de toute façon, le temps de brancher la machine, le malade va mourir. Donc, vous devez commencer des traitements médicamenteux simples, parce que si l'interne il a du mal à poser le cathéter, c'est les traitements que vous aurez mis au départ qui vont sauver le malade. Ce n'est pas l'épuration extra-rénale. Après, il va falloir la brancher. Le choix, c'est plutôt l'hémodialyse intermittente que l'hémofiltration continue, bien que parfois, on n'a pas le choix. En tout cas, dans l'intermittent, vous allez avoir, dans les techniques d'hémodialyse intermittente, un contrôle un peu plus rapide de la kaliémie. Donc le message, j'y reviendrai, sel de calcium, c'est pour contrôler les conséquences cardiaques. Et les 2 traitements que je conseille en première intention, c'est les bêta-2 adrénergiques, aérosols si vous n'avez pas de voie veineuse, vous pouvez les utiliser, et l'insuline. Alors l'hypokaliémie, je vais aller être assez rapide, c'est moins grave, bien que le malade peut en mourir quand même. La définition, c'est moins de 3,5 de kaliémie, et on sait très bien qu'il y a certains contextes plus graves que d'autres, et notamment les patients qui ont des cardiopathies, qui vont risquer de faire des troubles du rythme liés à cette hypokaliémie. Chez ces malades-là, il faut faire attention. Nos amis cardiologues aiment bien voir des malades plutôt à 4,5, 5 de kaliémie. Ça les rassure, et ils ont bien raison. Les principales causes d'hypokaliémie, elles sont en fait très très fréquentes en réanimation. C'est les fuites digestives, c'est les vomissements, les diarrhées, l'astomie qui donne beaucoup. Donc en fait, c'est fréquent. Et puis il y a des médicaments, les diurétiques de Lance qu'on utilise, le Azilix, c'est un médicament qui cause des hypokaliémies. Là encore, il y a des modifications électriques qui ne sont pas les mêmes que lors de l'hyperkaliémie. Vous voyez, c'est l'apparition d'une petite onde qui succède à l'onde T, qui s'appelle l'onde U. Vous voyez ici. Donc ça, c'est assez simple. Là aussi, on est en capacité de le détecter sur un électrocardiogramme, mais l'urgence est un petit peu moins, c'est un petit peu moins urgent que l'hyperkaliémie. Donc voilà le risque. C'est ce qu'on appelle une torsade de pointe. Vous voyez, ça ressemble un petit peu à une tachycardie ventriculaire, une fibrillation ventriculaire. Mais vous voyez que ça varie un petit peu les complexes. Et on a l'impression que c'est une spirale qui tourne autour de l'axe. Ça s'appelle la torsade de pointe. On peut la reconnaître directement sur le scope. Alors, on propose de manière assez simple, lorsque c'est modéré, inférieur à 3 millimoles, sans signe électrique,
de faire une compensation par voie Péros lorsqu'elle est sévère, avec des signes électriques, ou alors inférieure à 2,5 millimoles. On propose du potassium par voie intraveineuse avec toutes les conséquences que ça a. Il faut être très très vigilant, limiter le débit, limiter la concentration, et puis il y a des dangers qu'il faut vraiment éviter, donc éviter de mettre beaucoup de potassium dans les malades sans contrôler, puisque, encore une fois, l'hypercalémie, c'est plus grave. Je vais aller un petit peu plus vite sur l'hypercalcémie. C'est une situation moins fréquente, mais qu'on peut rencontrer. Il faut comprendre que ce qui est important, ce n'est pas la calcémie que vous dosez habituellement, on définit l'hypercalcémie au-dessus de 2,75 millimoles. Ce qui est important, c'est le calcium qui est actif et qui va avoir des conséquences physiologiques. C'est le calcium qui n'est pas combiné à l'albumine, ce qu'on appelle le calcium ionisé. Et donc c'est pour ça que parfois, lorsqu'il y a une calcémie élevée, on demande un complément, le dosage de la calcémie ionisée, pour confirmer qu'il s'agit bien d'une hypercalcémie. Et dans ce cas-là, le cut-off, c'est 1,3 millimoles pour la calcémie ionisée. Ce qui fait la gravité de l'hypercalcémie, en numéro 1, c'est la déshydratation. Les malades qui arrivent avec une hypercalcémie menaçante, ils sont tous déshydratés, donc ils vont tous avoir besoin d'un remplissage vasculaire. Et en deuxième lieu, les troubles du rythme cardiaque. Les causes principales, c'est des causes finalement fréquentes dans nos hôpitaux, c'est des causes néoplasiques, le myélome, le poumon avec les métastases osseuses qui résorbent le calcium qui se retrouve dans la circulation, et puis l'hyperparathyroïdie primaire qui est un petit peu moins fréquent, mais qu'il faut savoir détecter. C'est pour ça qu'on demande le dosage de la parathormone pour savoir si c'est dû principalement à la parathormone, donc l'hyperparathyroïdie, ou alors à une autre cause, et donc à ce moment-là, pourquoi pas une cause néoplasique. Comme je vous le disais, le traitement repose essentiellement sur la réhydratation et les diphosphonates. Attention, les diurétiques sont contre-indiqués dans cette indication désormais, car il y a des risques d'atteinte rénale. Enfin, l'hyponatrémie, et je vais aller assez rapidement là-dessus. Vous le savez, l'hyponatrémie, ce n'est pas un problème de quantité de sodium, c'est un problème de concentration de sodium. C'est très important. Donc là, le problème de l'hyponatrémie, qui est le reflet de la variation de la quantité d'ion sodium par rapport à la quantité d'eau, c'est qu'elle augmente, quand elle apparaît chez un patient, elle augmente la quantité d'eau dans les cellules. Et si vous augmentez la quantité d'eau dans les cellules, eh bien voilà ce que vous risquez l'œdème cérébral. Et cet œdème cérébral, c'est ce qui fait la gravité de l'hyponatrémie, mais également sa profondeur et sa vitesse d'apparition. C'est ces malades qui arrivent avec des hyponatrémies profondes, une confusion, un coma, une éventuelle convulsion, voire un engagement. Le principe du traitement, il est assez simple. Initialement, hyponatrémie avec signe neurologique, on doit aller vite corriger, mais on n'a pas besoin de corriger beaucoup pour limiter l'œdème cérébral. 3 à 4 millimoles, ça suffit. Et dès qu'on a corrigé initialement cette correction rapide, on doit corriger lentement. S'il n'y a pas de signe neurologique, vous devez corriger lentement l'anatrémie, parce que si vous corrigez trop vite, il va y avoir des complications. Donc, résumé du traitement, signe de gravité, on corrige très rapidement avec des solutés hypertoniques, et dès qu'on a corrigé 2 à 3 ou 4 millimoles, eh bien on passe dans une phase de correction lente qui est environ 8 à 12 millimoles par 24 heures. Pourquoi il faut corriger lentement? Pour éviter cette complication, qui est la myélinolyse sans tropontine, qui est catastrophique, qui apparaît 3 semaines après la prise en charge de ces malades-là. Donc attention, objectif 8 à 12 millimoles une fois qu'on est passé dans la correction lente, la phase de correction lente de l'hyponatrémie. Alors la déshydratation intracellulaire, c'est l'hypernatrémie. Elle est le plus souvent associée à de l'hypovolémie. Chez quel malade vous allez trouver cela? Eh bien, cette situation-là, essentiellement chez les malades qui font, des séjours au sol, les personnes âgées, et chez les personnes un petit peu plus jeunes, mais pas tant que ça, eh bien, vous allez trouver ça chez le marathonien, qui a tendance à se déshydrater à la fois en extracellulaire et en intracellulaire, et aboutir à ce genre de situation clinique dramatique. Donc, premier élément du traitement, et c'est ça qui est très important, c'est réhydrater ces patients-là. Il faut les réhydrater pour corriger l'hypovolémie, et ensuite seulement, on va s'occuper de l'hypernatrémie en apportant des solutés hypotoniques. Il me reste 15 secondes pour vous parler des décompensations du diabète. Message, acidocétose ou état hyperosmolaire, la première chose à faire, c'est de réhydrater nos malades. Les réhydrater. L'insuline n'est que secondaire. Et donc voilà ma diapositive de conclusion, qui arrive au bon moment. Les messages, c'est que
Premièrement, hyperkaliémie. Le sel de calcium, c'est utile pour protéger des conséquences cardiaques de l'hyperkaliémie. Ça ne fait pas baisser la kaliémie. Pour cela, vous avez l'insuline et les bêta-2 adrénergiques. L'hypercalcémie, ne pas oublier qu'il faut doser la calcémie ionisée pour confirmer que c'est bel et bien une hypercalcémie. Et ne pas oublier également que la première base du traitement, c'est la réhydratation. Et enfin, l'hyponatrémie. Retenez bien que l'hyponatrémie, le risque dans la prise en charge, c'est la correction trop rapide. Et vous, quel est le signe qui va vous alerter pour vous dire que le malade est en train de corriger vite? Ce n'est pas la surveillance du ionogramme que vous allez bien entendu faire, c'est la diurèse. Et donc une infirmière qui est face à une prise en charge d'hyponatrémie, qui constate que le malade vient de pisser 2 litres en 4 heures, qu'est-ce qu'il vient de faire le malade? Il vient juste de se vider de sa surcharge en eau. Et donc s'il a pissé beaucoup, le malade hyponatrémique, c'est qu'il a corrigé très rapidement. Et donc là, à ce moment-là, le docteur doit être absolument informé de cette situation-là. Il a 2 façons de faire. Rajouter de l'eau dans le malade, donc G2,5, G5%. Une deuxième façon que peut-être certains ont vu faire ici, c'est d'apporter un médicament qui empêche les malades de pisser de l'eau. C'est la desmopressine, qui est utilisée pour une autre indication dans l'énurésie de l'enfant. Mais la desmopressine permet de couper le fait de perdre de l'eau par le rein. Donc parfois, c'est utilisé pour éviter justement ces corrections trop rapides. Je vous remercie de votre attention.